Excellencies, ladies and Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue de nous avoir rejoints aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis John Carl-Smith, journaliste de France 24, et je suis heureux d'être votre hôte aujourd'hui pour la Facilité financière mondiale de GAF. Ne laissez pas la COVID-19 faire marche arrière sur les progrès en matière de santé des femmes, des enfants et des adolescents. Nous sommes honorés d'avoir des personnes, de leaders, ministres, d'experts mondiaux très honorés aujourd'hui. Et donc, bienvenue à tout le monde si vous nous regardez notamment en live stream. Si vous êtes enregistré sur live stream, vous pouvez participer à la discussion en utilisant la box, la boîte chat que vous avez sur la fenêtre de la vidéo. Et vous avez bien entendu le flux en français et en anglais. Donc, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'utiliser le mot dièse, relancer les progrès. Bien entendu, nous avons la langue des signes américaine. Donc, pour démarrer aujourd'hui, nous avons donc une heure tout à fait agréable aujourd'hui que nous allons avoir. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler avec la crise sanitaire secondaire, avec les progrès qui ont été réalisés en ce moment en matière de santé des femmes, des enfants et des adolescents. Nous allons être rejoints par des leaders de vous tous pour prendre des actions bien puissantes pour relancer les progrès en matière de santé adolescente, enfants et maternelle. On va démarrer tout d'abord avec le GFF pour vous donner urgence à la campagne de mobilisation pour avoir 1,2 milliard de dollars d'ici la fin de 2021. On va en entendre plus parler. Mais tout d'abord, on va prendre un petit moment pour entendre parler des héros qui sont sur la ligne de front, qui font le combat pour éviter de faire marche arrière sur le progrès réalisé. Vous savez, principalement les femmes. Ce sont les femmes. Elles s'occupent de la famille et pendant la crise sanitaire, il y avait donc un confinement. Et les femmes ont été obligées de rester à domicile pour s'occuper des enfants. Elles sont restées à la maison. Donc, lorsque nous avions des femmes enceintes prêtes à accoucher, elles ne sont pas venues chercher les soins. Et donc, ça a provoqué beaucoup de problèmes et de résistance, notamment pour les femmes, en ce qui concerne les soins maternels. Comme on considère l'impact de la crise sanitaire sur les couches défavorisées dans nos communautés locales de proximité, les femmes, les enfants, les adolescents, nous sommes vraiment en train de voir les difficultés suite à la pandémie, les résultats de la crise sanitaire. Et tout ça, ça a été souligné par nous avons déjà eu la même chose avec l'Ebola, notamment la même histoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis des coachs en place. Il y a des préoccupations, bien entendu, qui existent aussi vis-à-vis de notre gouvernement et du point de vue des organisations internationales qui ont été faites en la matière, notamment en Afghanistan. On essayait de faire de notre mieux pour éviter un manque de soins auprès des femmes et pour éviter ces problématiques. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en ce moment? Nous essayons vraiment de redresser la situation en ce qui concerne l'impact de la crise sanitaire du point de vue des perspectives pour faire des choses aussi pratiques comme des mises à jour techniques, des cliniques qui sont une utilisation de façon à ce que ce soit beaucoup plus centré sur l'utilisation des femmes prêtes à accoucher au sein des communautés de proximité, c'est-à-dire qu'au lieu de faire l'accouchement à domicile, elles puissent aller à l'hôpital et de les soutenir aussi en ce qui concerne le financement pour les mises à jour. On ne doit pas attendre à ce que l'infection arrive. On doit prendre le devant avant qu'elle arrive. On doit aider les femmes de façon à s'assurer que tout soit mis en œuvre. Ça a été un parcours, et nous savons toujours qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais on pense que, en tant que nous avons pu faire des efforts pour redresser les problématiques les plus critiques en la matière, et nous pensons que c'est quelque chose que tous nos partenaires doivent tourner leur attention. Merci beaucoup. Donc, vraiment, maintenant, c'est un message très inspirant, très émouvant que nous avons qui va résonner avec beaucoup d'entre vous aussi. Et donc, il va faire écho à ce qu'on en a parlé tous les jours. Mais tout d'abord, on va voir notre discussion du panel. Donc, les membres du panel. Alors, donc, nous avons les différents professeurs et aux membres honorables. Alors, bien entendu, je suis heureuse de souhaiter la bienvenue, Son Excellence professeur Awa-Marie Coll-Seck, ministre d'État de la République du Sénégal. Bien entendu, l'honorable Karine Gould, ministre du Développement international et des Affaires mondiales du Canada. Et bien entendu, Marie Pangestou, directrice générale politique et développement et partenariat de la Banque mondiale. Merci beaucoup à vous toutes d'être là aujourd'hui avec nous. Tout d'abord, je commence avec vous, ministre Coll-Seck. Vous avez le
Sénégal a été leader et champion de la santé des femmes et des enfants dans la région. Dites-nous un peu ce qu'il en est en ce qui concerne ce que vous pensez qui a été le plus frappant de cette pandémie au-delà de son impact direct. C'est un grand honneur pour moi de représenter son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et d'être avec vous tous aujourd'hui aux côtés du Canada et de la Banque mondiale. L'impact de la pandémie à la COVID-19 a encore démontré que seule une approche multisectorielle et pluridisciplinaire, mais également communautaire, permettra une riposte efficace et des résultats pérennes. Il est cependant essentiel que les pays, notamment africains, investissent davantage et de manière plus pertinente afin de construire des systèmes de santé plus équitables et plus résilients. La pandémie a mis en exergue l'importance des soins de santé primaires et des agents de santé communautaires. Il est important de dire également qu'ils ont joué un rôle important dans la préparation et la riposte à la COVID-19. Il est impératif d'éliminer les obstacles à un accès rapide et équitable aux produits de santé essentiels. Je voudrais également dire que la COVID-19 a creusé des inégalités préexistantes, exposant les vulnérabilités des systèmes sociaux, politiques et économiques qui amplifient à leur tour les impacts de la pandémie. Le monde risque ainsi de perdre des millions de femmes et d'enfants en raison de la réduction de la couverture des services essentiels, compromettant sérieusement les progrès vers les ODD durement acquis. La priorité devra être donnée au maintien des services essentiels afin de protéger les droits des groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, mais également les adolescents. De même, il est essentiel de maintenir la confiance de la population dans les capacités du système de santé à fournir des services de santé essentiels pour tous et en toute sécurité. Enfin, une collaboration entre les pays et les partenaires internationaux comme le Global Financing Facility pour lutter contre les inégalités structurelles en matière de santé est à encourager. Merci beaucoup. Thank you so much, Madame Kolczak. Merci beaucoup, Madame Kolczak. Les honorables ministres Gould, vous en avez entendu parler, le ministre qui a souligné combien c'était important pour les femmes et les enfants qui étaient donc, qui avaient beaucoup d'inégalités en la matière. Et donc, la parité est au cœur des politiques internationales et nationales canadiennes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus votre avis? Est-ce que la COVID-19 fait des préjudices sexuels? C'est une belle question et merci beaucoup. Et bonjour du Canada. Je suis heureuse d'être avec là aujourd'hui et de répondre avec le GFF et ce qui a été fait et tout pour les femmes et les adolescents en ce qui concerne la réunion d'aujourd'hui. Et je pense, et je dirais en ce qui concerne la question, c'est que je ne pense pas que la crise COVID-19 fait des préjudices sexuels en la matière, mais certainement l'impact de la crise sanitaire a amplifié le tout. Et nous vivons dans un monde qui a déjà des préjudices sexuels. Donc, il est naturel effectivement qu'au cœur de cette pandémie, qu'il y ait un impact encore plus important du niveau secondaire auprès des enfants, adolescents et femmes, et aussi l'impact que ça a sur les femmes. Mais n'oublions pas non plus que les femmes représentent à peu près 75% de la force des professionnels de la santé. Elles sont plus susceptibles aussi d'avoir le virus à la maison parce qu'elles font 76% du travail non rémunéré à la maison domestique. Et on en a déjà entendu lors de la vidéo au tout début de la part de la dame du Sénégal qui a mentionné bien entendu que les femmes vont probablement moins avoir les services de santé comme on l'a vu. Il y a une réduction très importante en la matière qui a créé donc un besoin de soins post-natal vis-à-vis des femmes et notamment pour ces derniers mois, cela a montré une augmentation très importante de décès, de mortalité qui a été effectuée et donc c'est très préoccupant. Et bien entendu, les familles choisissent de retarder l'accès aux services de santé parce qu'elles ont
peur d'avoir le virus et on voit aussi qu'il y a les ressources qui sont retirées des enfants, des adolescents et des soins maternels pour les femmes pendant le cadre de la crise sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle la conversation doit être faite de façon à fournir un accès, de façon à le faire pleinement avec les services primaires de santé et d'encourager les femmes, les enfants et les adolescents à aller chercher, demander à avoir accès à ces services auprès des professionnels de la santé. C'est de toute importance et on peut le voir aussi, notamment des défis qui ont été faits en la matière pour les contraceptifs, la fourniture des contraceptifs, le retard en ce qui concerne les soins de routine, les campagnes d'immunisation. Et donc, c'est des impacts secondaires qui existent en la matière vu cette crise sanitaire parce qu'on doit redresser, donc adresser et redresser la situation et avoir des conversations sur ces thématiques. Il est de toute importance, évidemment, que l'on s'assure que l'on puisse adresser ces thématiques résultant de la crise sanitaire, dont les préoccupations pour les femmes. Merci beaucoup, ministre Gould. Et Dr Pandescu, la Banque mondiale a répondu à la crise sanitaire qui a été faite avec la pandémie, avec les fonds multiples qui ont été faits. Du point de vue de votre perspective et de votre compréhension, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il faut investir dans la santé des femmes, adolescents et enfants, spécifiquement de façon à consolider une structure qui est si vitale au redressement post-crise sanitaire? Oui, merci beaucoup, Georgia. Et tout d'abord, je voudrais dire que c'est un grand plaisir d'être là et d'être là avec vous, avec ma ministre Gould et son Excellence Madame Sek, et avec tous les partenaires et tous les plaidoyers, les parrains qui ont fait le plaidoyer. Et donc vraiment, la Banque mondiale voit ça comme étant un partenariat avec le GF et je pense qu'on a fait déjà pas mal de travail en la matière pour travailler tous ensemble de façon à résoudre les problèmes qui existent sur la santé de la femme et des enfants et des adolescents. Mais bien entendu, vu la crise sanitaire et son impact que cela a, que l'on peut voir, on voit qu'on doit encore faire beaucoup, redoubler des efforts en la matière et c'est la raison pour laquelle nous avons cette conversation aujourd'hui. Et je pense que Madame la ministre Gould a déjà mis l'accent sur l'impact de la COVID sur les femmes qui est différent. Sur les enfants, les adolescents et les femmes aussi, que cela a un impact de plusieurs façons, perte de travail, s'occuper des enfants et également pour les impacts en matière de santé et le focus de la réponse qu'on a fait notamment au cadre de la Banque mondiale en termes de fonds d'urgence que l'on a mis en place, notamment pour la campagne de vaccination. Mais cela, on a pu le voir aussi, ça a été fait avec les données qui existent, vu le coût des services secondaires, la santé maternelle, la campagne de vaccins, les soins prénataux, tout le soutien qui a été fait, qui a été remis, tout ça qui a perturbé les soins qui ont été faits avec le confinement et tout. Donc cela, vraiment, c'est quelque chose de grave sur lequel on doit continuer de s'investir, de faire des investissements pour la santé des femmes, enfants et adolescents. Pourquoi? Parce que non seulement il faut relancer les progrès déjà acquis en la matière, l'acquis et donc voir la qualité qu'on a obtenue jusqu'à présent, c'est acquis, mais en plus empêcher à ce que la dernière génération souffre de trop, parce que si vous y pensez un petit peu, si on néglige les enfants en la matière, si on néglige les femmes en termes de soins maternels et tout, et donc pour les premiers 1000 jours qui ont été faits pour soutenir les enfants, notamment avec ce souci qui a été fait, on crée un impact irrémédiable, irréversible, et donc sur la production, on veut que les femmes soient productives au sein de la communauté de proximité, notamment dans la force de travail, on veut que les femmes fassent partie du redressement post-sanitaire et donc à court et moyen terme, on veut s'assurer aussi qu'en termes de capital et à long terme aussi, que le tout soit maintenu de façon à avoir cette croissance de capital, de façon à s'assurer
s'assurer qu'on ait une productivité qui revienne à la normale et une croissance qui revienne pour chacun d'entre nous et tous les pays concernés. Donc, je pense qu'il faut vraiment investir pour les femmes et les enfants. Cela veut dire investir pour l'avenir et empêcher les pertes auprès d'une génération, notamment avec cette grande productivité. On a eu des pertes dans la matière pour les différents pays concernés et on veut un redressement en la matière. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est consolider, mettre la fondation de façon à avoir un redressement vis-à-vis de cet impact de la crise sanitaire, notamment pour les communautés locales de proximité. Merci beaucoup pour nous avoir donné un aperçu et merci à vous tous aussi, à tout le monde qui, à l'heure actuelle, poste des questions et envoie des questions dans le chat notamment. On a donc des conversations fascinantes qui se déroulent à l'heure actuelle. Continuez d'envoyer vos commentaires en la matière sur les médias sociaux avec le mot dièse, relancer les progrès. Et donc maintenant, on va revenir avec les membres du panel et avec Madame la ministre Awa Marie Kolsek, et donc qui nous a parlé combien c'était critique d'avoir un partenariat pour le redressement économique, pour la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez en être plus spécifique? Quel type de partenariat vous pourriez avoir? C'est à vous, Madame la ministre. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être, parce qu'il y a beaucoup de types de partnership, mais je voudrais peut-être en parler de 5 d'entre eux. Tout d'abord, le COVID-19 a montré à quel point les systèmes de santé sont fragmentés et sous-financés dans le monde. Il est temps de réimaginer, mais également d'avoir une approche radicale quant à la gouvernance de la santé mondiale, mais également nationale, et de procéder à des investissements cruciaux. Une démarche de collaboration plus cohérente et importante. Je voudrais également parler d'un autre type de partenariat qui est le fait que nous devons avoir un changement transformateur en faisant des investissements accrus dans les partenariats entre secteurs, jusqu'au niveau local. Et aussi que ça puisse être dans la planification, la mise en œuvre et la redevabilité, et qu'il y ait vraiment tout cela fait d'une manière conjointe. Une troisième idée quant au partenariat est que la pandémie n'est pas seulement un défi pour les systèmes de santé mondiaux, mais aussi une épreuve pour la nature humaine. Il est essentiel de renforcer les partenariats tripartites, publics, privés, société civile, qui placent les femmes, les enfants et les adolescents au centre de leurs préoccupations, si nous voulons récupérer et consolider les acquis et déboucher sur un monde plus égalitaire et plus résilient aux crises futures. Je voudrais également parler du partenariat avec les femmes. Elles sont certainement les plus durement touchées par cette pandémie, mais elles seront aussi l'épine dorsale du redressement des communautés. Toute réponse politique qui le reconnaît n'en aura que plus d'impact. Enfin, nous sommes fermement convaincus que pour rendre nos pays plus résilients, des partenariats et mesures d'intervention à court terme visant à lutter contre la pandémie, cela n'est pas suffisant. Il faut qu'on garantisse aussi une stratégie et une politique qui permettent de stimuler la croissance à long terme. Nous pensons notamment à l'amélioration de la gouvernance des investissements, particulièrement dans l'éducation, la santé publique, car elle préserve le capital humain. GFF est un parfait exemple de ces types de partenariats. Et c'est pour ça que le Sénégal a décidé de co-parrainer avec la Banque mondiale et le Canada cette campagne de mobilisation des ressources du GFF. So much, Minister.
Je pense que vous avez bien expliqué, Madame la ministre, combien il fallait mettre les femmes au cœur de la politique en termes de définir la réponse de la crise vis-à-vis de la crise planétaire. Madame Gould, est-ce que la politique féministe du Canada, est-ce que ça peut ajouter des choses à ces défis à relever? Oui, merci beaucoup, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je pense qu'il est très important, comme on en a parlé auparavant, qu'il n'y a pas un ordre du jour qui a été fait en ordre pour la pandémie. Donc, le Canada, ce que l'on a fait, on a mobilisé en plus 2,5 milliards de dollars vis-à-vis du Canada de façon à le mettre en soi-même et que certains de ces fonds ont été dirigés pour la réponse des fonds d'urgence pour répondre à la crise sanitaire et 740 000 millions de dollars qui ont été mis aussi pour les impacts secondaires, pour résoudre les impacts secondaires, notamment la violence conjugale, le plus grand besoin, par exemple, pour la santé reproductive et sexuelle. Et donc, vraiment, on a essayé vraiment dans ce cadre de voir, d'adresser les impacts secondaires et de voir le travail que l'on peut faire en la matière dans le monde entier de façon à voir les situations qui existaient au préalable avant la crise sanitaire, mais qui ont augmenté de manière beaucoup plus abrupte avec la crise sanitaire. Et vous savez, donc, comme le ministre Colsack l'a dit, les femmes vraiment sont au cœur de la réponse, du redressement. Et nous pensons qu'il est de toute importance que l'on s'assure que les femmes restent sur le front et au cœur de notre réponse vis-à-vis de la crise sanitaire et de soins secondaires, la ligne des soins secondaires. Et on sait aussi que nous devons redresser les besoins nutritifs des femmes notamment et qu'on s'occupe aussi, on prend des mesures vitales en termes de préservation de la santé des femmes et des enfants. Et je pense qu'il est de toute importance pour nous de montrer cette lumière féministe sur le paysage qui existe à l'heure actuelle. Et parce que nous le savons toujours que nous devons avoir à redresser, à adresser les besoins, les défis de la crise sanitaire de façon à s'assurer que tout le monde, partout dans le monde, soit sûr, sécurisé. Et donc, pour vous tous, avec les programmes qui existent à l'heure actuelle pour adresser les problématiques résultant de la pandémie, en même temps, on doit trouver de nouvelles ressources de façon à le mettre à échelle de manière évolutive pour répondre à tous ces grands défis. Et donc, une force des systèmes de santé résilients, force des lignes de front en matière de santé, tout ça va nous permettre d'avoir un redressement économique beaucoup plus important. C'est avec les soins primaires de santé de façon à identifier comment tous les systèmes peuvent être améliorés. Et donc aussi, vis-à-vis de la communauté internationale, ce qu'on peut faire, c'est de coordonner donc nos efforts techniques, financiers et autres de façon à y donner la toute première priorité. C'est la raison pour laquelle, au sein de GFF, on a donc une valeur très importante et nous sommes tout à fait heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le Canada travaille avec tous les pays en la matière, avec nos partenaires multilatéraux, de façon à s'assurer que les besoins soient mis au centre en termes de réponse vis-à-vis de la crise sanitaire. Et donc, nous faisons la cohorte de cette campagne parce que nous savons avec le GF, nous avons le modèle par national et nous pouvons améliorer l'état nutritif et de santé des femmes, des enfants et des adolescents partout dans le monde. Et nous pouvons nous assurer aussi que nous allons avoir un historique qui va être fait en la matière pour les pays, comment ils vont adresser les défis. Ainsi, comme ça, on peut s'assurer que tout le monde, partout dans le monde, peut y avoir accès à ces services de santé vitaux et donc, bien entendu, de façon à avoir des systèmes bien consolidés, forts pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre Karine Gould. Et donc, pour nous donner un aperçu de ce qui se passe, directeur Pandescu, donc il nous reste très peu de temps, mais si je peux vous demander en ce qui concerne les fonds, pourquoi le GFF essaie d'avoir 1,2 milliard de dollars? À quoi l'argent va servir? Je pense que le cas, pourquoi on doit le faire, le cas a déjà été bien expliqué par tout ce qu'on vient de discuter. On veut juste mettre le focus pour que les pays soient remis en redressement économique post-crise sanitaire et en même temps, donc, remettre tous les pays pour s'occuper des effets secondaires de la crise sanitaire. Pour le faire, on a besoin de fonds principalement
Et donc, 1,2 milliard de dollars que nous voulons avoir en 2021, ça fait partie de 2,5 milliards de dollars qui a été fait au-delà de 2025. Et cela va contribuer à faire un effet de levier sur 53 milliards de dollars qui vont être mis, qui va permettre de sauver 80 millions de vies, ce qui va permettre à des femmes, en plus d'avoir accès, 3,5 millions de femmes qui vont avoir accès à des services de césarienne par urgence, 250 millions d'enfants supplémentaires qui vont recevoir des dispositifs de réhydratation et donc aussi en termes d'accélérateur avec les partenaires. Une fois que le GFF a été mis en place avec les différents pays de façon à avoir une livraison des vaccins de manière équitable et juste partout, on doit s'assurer donc de tous les frais essentiels et tout. Et donc le GFF va être là pour soutenir les pays de façon à augmenter la capacité des communautés, c'est-à-dire de proximité, de façon à mettre le tout de manière évolutive auprès de tous les pays et le mettre à échelle en termes de transfert des espèces de liquidités. Nous sommes à un croisement très important où nous n'avons pas besoin d'avoir, nous devons avoir des impacts, des objectifs long, moyen et court terme pour l'avenir, l'avenir des pays. Et je pense que vraiment, nous devons vraiment adresser ceci et s'assurer que les femmes, l'enfant et adolescents restent au cœur et ne soient pas laissés et mis de côté. 18 millions de livres, ça nous rappelle combien ce que l'on peut faire. Et donc, de façon à clôturer ce panel, merci beaucoup à vous trois, mesdames, d'avoir participé à cet ordre du jour très important. Et nous avons eu l'occasion aussi d'entendre parler des sociétés civiles avec les agents du changement dans la matière d'efforts de redressement. Et maintenant, je passe la parole. La vidéo est en français. Écoutez la vidéo en direct. Impacter la vie de la population, surtout les plus pauvres et les personnes vulnérables, dont la plupart ont perdu leur travail. La maladie à coronavirus a fortement affecté les femmes, les jeunes et les enfants. Et ce groupe vulnérable a vu beaucoup plus ses droits menacés, à savoir le droit à l'information, le droit à l'éducation, également aussi le droit aussi en santé de la reproduction. Les mesures restrictives qui ont été prises en rapport avec la pandémie de la COVID-19 ont véritablement impacté les femmes et les enfants. Notamment, l'accès aux consultations était restreint aux cas d'urgence. Une étude a montré que le taux d'accouchement à domicile a augmenté de 54% dans les districts de l'échantillonnage liés aux mesures du couvre-feu. L'autonomisation des femmes est la solution clé aux problèmes de la COVID-19 a mené à initier le programme que nous avons appelé Nyono Asuka pour faire des jeunes filles déscolarisées, des ambassadrices qui sont au cœur et qui conduisent le changement dans leur communauté. Les jeunes peuvent participer au changement en s'impliquant plus dans les associations et dans les structures de bénévolat. Ainsi, ils pourront aider les personnes vulnérables. Ils pourront apporter des connaissances à leurs jeunes frères et sœurs et ainsi impacter dans la communauté. Eh bien, merci. C'est vraiment très motivant d'entendre ces jeunes qui sont vraiment en première ligne de leur communauté et qui travaillent à un redressement plus inclusif. Et cela nous amène à notre discussion suivante. Eh bien, pour ce panel, j'ai l'honneur et le privilège de souhaiter la bienvenue au ministre des Finances au Nigeria, son Excellence Zainab Ahmed, ensuite son Excellence Dr Liat Tadesse, ministre de la Santé de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, et puis le CEO groupe d'Amref Santé Afrique, le Dr Githinji Gitari. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, un rappel, veillez à ce que
vous fassiez une contribution, que vous ayez une contribution complète. Alors, en 3 minutes, pourriez-vous nous donner une idée, Dr Zina Ahmed, de la raison pour laquelle vous avez décidé d'accorder la priorité aux femmes, aux adolescents, à la santé des femmes, des adolescents, des enfants dans l'agenda de croissance, et comment on peut faire le lien entre la santé et la finance? Alors d'abord, je remercie les organisateurs de ce forum très important. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de participer à cette discussion d'aujourd'hui. Comme bon nombre de pays dans le monde, le Nigeria vit des challenges très difficiles, la COVID et son impact économique. Et en plus de cette pandémie, le Nigeria a également dû veiller à ce que nous soyons vraiment en ligne de front pour empêcher l'impact secondaire sur la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Le niveau de perturbation que l'on a vu pour ce qui est de la santé maternelle et de la santé des enfants aurait pu nous faire reculer d'une décennie au Nigeria. Et même si le progrès n'a pas été aussi rapide qu'escompté, eh bien, nous avons eu quand même certains gains, nous avons eu des changements transformateurs qui se sont produits, des changements qu'on avait promis avec le développement de davantage de potentiel pour les femmes et leur développement futur. Nous essayons de faire mieux dans un contexte plus résilient, plus durable et en essayant de traiter tous ces défis multiples. Et nous avons continué à reconnaître les investissements dans le capital humain, c'est l'élément le plus critique, avec d'autres priorités clés, bien sûr. Nous nous concentrons également au fait de veiller à consolider les récipiendaires de ces décisions qui sont prises pour ce qui est de la santé des femmes, par exemple, les citoyens, à savoir l'amélioration de la santé primaire, avec des infrastructures appropriées, rehausser la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée, l'accès aux médecins, aux soins de santé gratuitement. Donc, améliorer la planification et la gestion, ça c'est également un des éléments clés que nous mettons en œuvre. Veiller à ce qu'il y ait une réactivité qui permet d'apporter des ressources pour veiller à ce que les inégalités qui existent au sein du système soient réduites et que cela allège la tâche du secteur public afin de veiller à ce que les jeunes femmes et les femmes soient protégées financièrement. En plus, une nouvelle autonomisation des femmes est prévue et un perfectionnement des connaissances pour les femmes pour qu'elles se développent plus avant. Les femmes et les jeunes filles aujourd'hui doivent non seulement bénéficier des soins de service, mais doivent être impliqués dans la conception de ces services sociaux et médicaux. Et puis, nous pensons également qu'une forte participation du secteur privé sera tout à fait critique pour accompagner le développement, les efforts de développement au Nigeria. Cela va débloquer des ressources additionnelles, mais cela va également élargir la couverture et l'accès. Pour conclure la COVID-19, pour contrecarrer la COVID-19, il va falloir avoir des systèmes robustes, des systèmes de santé robustes. Et comme la plupart des autres pays, nous avons dû dépenser davantage d'argent dans la santé pour pouvoir protéger nos citoyens et empêcher les décès. Donc nous sommes vraiment contents de voir ce partenariat entre le gouvernement du Nigeria, le GFF et la Banque mondiale, et puis d'autres partenaires qui sont également impliqués. C'est tout à fait critique pour apporter des ressources additionnelles et veiller à ce que ces ressources soient disponibles, alignées, ciblées et qu'elles ciblent surtout les personnes les plus vulnérables dans notre pays pour qu'elles ne soient pas laissées en plan. Nous avons, pardon, s'il vous plaît, cher ministre, je voudrais intervenir. Vous avez dit Vous avez parlé de l'exploration, d'autres priorités aujourd'hui et les défis à relever pour faire un monde meilleur, veiller à ce que les citoyens soient protégés. Alors,
si ça ne vous dérange pas, je voudrais rebondir sur certaines idées que vous avez mentionnées. Je vais demander au ministre TDC ce qu'il en pense. Comme je le dis, l'ampleur de la COVID-19 a nécessité une réponse mondiale sans précédent, mais nous voyons également ce besoin, comme la ministre Ahmed l'a mentionné, de veiller à ce que la réponse et les efforts de recouvrement soient vraiment adaptés aux besoins du pays individuel et alignés sur des partenaires multiples. Alors que, Monsieur TDC, ministre TDC, pardon, quelle est l'approche qui, à votre avis, a bien fonctionné et qu'on pourrait développer plus avant, par exemple? Oui, merci beaucoup. J'ai grand plaisir à me joindre à ce panel de discussion sur ce sujet extrêmement important. Alors, avant de passer à ce que l'on fait après la pandémie de la COVID, l'alignement, l'harmonisation des agendas existent depuis pas mal de temps et nous sommes un des pays qui a rejoint le GFF tout en nous embarquant dans un plan de transformation du secteur de la santé, et ceci depuis 5 ans. Et c'était quelque chose qui avait été prévu avec le soutien de nos partenaires au sein de GFF et l'IFF nous conseille quant aux investissements pour les services, particulièrement pour les femmes, les enfants et les adolescents, et puis pour particulièrement certaines régions dans certains pays, dans certaines régions du pays qui en ont le plus besoin. Donc, les efforts que nous avons consacrés à chercher des fonds, à allouer ces fonds pour mettre en œuvre ces plans gouvernementaux menés par le pays, eh bien, nous ont donné de bons résultats quant à la prestation de services, beaucoup plus d'adoption, par exemple, de la contraception, beaucoup plus d'accès aux soins. Donc, lorsqu'on parle de la pandémie de la COVID-19, c'est vrai qu'un leadership très robuste est très important. Ça n'a jamais été aussi important au regard de cette pandémie. Nous devons nous concentrer non seulement sur notre réponse à la pandémie, mais assurer surtout la continuité des services pour ne pas glisser, dériver et surtout ne pas perdre le focus sur les femmes, les enfants et les adolescents. Donc, bien hiérarchiser les priorités, se concentrer sur les populations vulnérables, mais assurer également la continuité. Et tout cela, ça a été tout à fait critique. Et nous continuons à veiller à ce qu'il y ait un alignement des ressources, une cartographie des sources sur le plan géographique, mais sur le plan du programme à développer. Il faut que ce soit en adéquation avec les stratégies et les plans du pays. Et il y a eu un certain degré de solidarité à cet égard, solidarité globale, mais il y a encore beaucoup de choses à faire afin d'améliorer cet alignement des partenaires au développement, le soutien au niveau des plans développés par les pays, parce que en tant que pays, nous continuons à avoir certains systèmes financiers qui ne sont pas alignés. Donc, je me félicite de ces mécanismes de nutrition, de santé, etc., et du développement de ces stratégies en matière de santé, parce que je pense que nous sommes sur la bonne voie du développement durable à ce niveau-là. Donc, les gouvernements investissent et l'investissement, c'est l'investissement dans les citoyens, c'est vraiment l'épine dorsale de la réponse à cette pandémie. Mais il faut surtout veiller à ne pas dériver après. Encore une fois, il faut veiller à ce qu'il y ait un alignement autour de ces programmes qui sont déployés par les pays. Merci beaucoup, cher ministre. Le Dr Kitahi, durant la pandémie, les inégalités sociales et économiques signifient que finalement les communautés vulnérables sont à risque, plus particulièrement. À votre avis, comment est-ce que la société civile a-t-elle réagi face à ce défi, en particulier en matière de soutien aux femmes, aux enfants et aux adolescents? Le professeur Kolsek en a parlé un petit peu, a parlé du rôle important qu'ils peuvent jouer, et plus particulièrement que la société civile peut jouer, c'est-à-dire comme un pont en fait de communication et de confiance entre le gouvernement et les citoyens. Merci beaucoup.
Je suis d'accord avec tous. C'est vrai qu'il a été très difficile de faire ce travail. Et il y a des vulnérabilités préexistantes qui ont été bien sûr aggravées par la situation de la COVID, et particulièrement les adolescents, les femmes, les adolescents, les enfants. Et c'est vrai qu'il y a, de manière disproportionnée, un fardeau plus lourd sur ces populations de femmes, d'enfants et d'adolescents, et puis cette discrimination qui existe dans notre communauté. Et la réponse dont on a parlé, la réaction dont on a parlé, eh bien, n'a pas vraiment regardé les choses au travers du projectif du genre, des hommes et des femmes et de l'égalité entre les hommes et des femmes. Comment nous occupons-nous de ces communautés? Je vous donne un exemple. Lorsque le gouvernement a mis en œuvre des mesures critiques telles que le mouvement, etc., eh bien, dans les déclarations de politique, on ne mentionne pas le fait des femmes, de l'accès aux femmes, des femmes enceintes à des soins, par exemple. Il n'y a pas de circuit pour les femmes d'arriver à l'hôpital en toute sécurité pour accoucher. Et dans de nombreux pays, comme je l'ai déjà dit, ces mesures incluent ces mesures donc ont aggravé la pression sur les femmes. Un cas au Kenya, dans un rapport récent qui avait été publié il y a peu de temps, lorsque les écoles ont rouvert, généralement, après 9 mois de fermeture, 16% de jeunes filles et 9% de jeunes garçons ne sont pas retournés à l'école. Ça veut dire 150 000 jeunes filles qui ne sont pas retournées à l'école et quelques 125 000 jeunes garçons qui ne sont pas retournés à l'école. Et voilà ce dont on parle. On parle là d'individus tangibles, le capital humain qui a été réduit et qu'il faut récupérer. Et bien sûr, il y a d'autres questions très importantes qui tournent autour de ça. Dans un rapport récent de Minovas, APPF, Africa, etc., il est ressorti très clairement que ces vulnérabilités ne sont pas uniques à certaines régions. En fait, il y a des choses semblables dans beaucoup de régions. Et pour la société civile, pour nous, le financement de GFF donne un certain degré de sécurité aux femmes, aux jeunes filles et aux adolescents, et en veillant à ce qu'elles préservent leur dignité. Et enfin, je dois dire que le rôle de la société civile doit être également consolidé. Le soutien a été critique dans la réponse, la ligne de front, veiller à ce que les femmes trouvent les soins de santé quand elles en ont besoin. Il y avait par exemple un système où on pouvait connecter le secteur privé, les femmes et les systèmes de santé, le système de police pour assurer un passage sain et sauf des femmes pour aller à l'endroit qu'elles désirent. Donc pour moi, au fur et à mesure que l'on continue d'appuyer le GFF, l'inclusion de la société civile, l'intégration de ce qui est essentiel, l'inclusion de ces personnes vulnérables, et veiller à ce que nous ayons une voix forte pour faire le plaidoyer des femmes, des enfants et des adolescents, plus particulièrement lorsqu'on parle de soins de santé. Merci beaucoup, Dr Kettari. Merci d'avoir parlé si passionnément de cette question. Il y a certaines choses qui ressortent, c'est l'importance d'avoir une collaboration cohérente entre tous les secteurs de la société, tous les secteurs qui participent à la sauvegarde de la dignité des personnes vulnérables dont nous parlons aujourd'hui. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même inviter nos orateurs à prendre 30 secondes pour parler des prochaines étapes et quels sont les points importants à retenir. Alors, je voudrais maintenant m'adresser encore une fois à Mme Zena Ahmed. Je sais que j'ai interrompu votre intervention précédente, mais je voudrais vous donner l'occasion d'élaborer quelque peu et de donner vos conclusions. Alors, je voudrais simplement
simplement dire que nous n'avons pas choisi la COVID-19, ça s'est passé, c'est la vie. En tant que leader, il fallait lancer des mesures politiques pour protéger les plus vulnérables de nos populations, prendre des mesures pour effectivement relancer les progrès et assurer le redressement économique. Alors, voici notre mission post-Covid. Si on veut faire mieux, reconstruire mieux, il faut faire le plaidoyer des femmes et des jeunes en les mettant au centre du débat. Il faut également assurer davantage de collaboration entre la finance, la santé, le genre et les éléments financiers. Je voudrais également remercier Mohamed Bati pour avoir organisé tout cela. Je la félicite de tous les efforts qui ont été consacrés dans son travail. Alors, merci beaucoup. Alors, Dr Tedessi, avez-vous quelques réflexions de clôture? C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de défis à relever, mais il y a également pas mal d'opportunités à saisir ensemble. Et je pense que ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer, eh bien, c'est sur une meilleure santé pour les femmes, les enfants et les adolescents. Il s'agit donc de mieux financer la santé et les services de santé, avoir des systèmes pérennisables, se concentrer au niveau global mais également au niveau national et puis le financement de la santé, ça doit être effectivement au top de l'ordre du jour. Solidarité, alignement, partage, tout cela nous permettra de réaliser des belles choses côté santé femmes, enfants et adolescents. Dr Guettari, votre conclusion? Je pense que la résilience des communautés, y compris les services de santé, ça ne dépend pas simplement de l'argent. Il s'agit de déployer, développer la confiance. Il s'agit d'autonomiser les communautés. Les communautés, elles sont résilientes d'elles-mêmes, si elles sont participatives, si elles participent aux décisions. Et puis, sans la couverture universelle, eh bien, nous ne pouvons pas réaliser les objectifs que nous nous avions fixés pour les femmes, les enfants et les adolescents. Nous devons nous concentrer sur ces derniers et du point de vue du citoyen et afin d'aider les communautés à chaque étape de leur développement. Merci beaucoup, Dr Guettari. Je crois que ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est cette idée de ne pas parler simplement d'argent. Je pense que il y a la confiance qui entre en jeu, mais bien sûr, l'argent est très important pour concrétiser tous ces éléments qui sont si importants. Alors, 15 minutes de discussion motivante. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je crois que jusqu'ici, dans la conversation que nous avons eue, le message est clair. Investir maintenant nous permettra de sauver des vies, nous permettra de relancer les progrès et de lancer un redressement résilient. Je voudrais maintenant me tourner vers nos partenaires qui vont nous faire leurs offres de dons et nous parler de leurs engagements. Alors, tout d'abord, Son Excellence Kitty Van de Heyden, vice-ministre de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas. Elle ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais elle a enregistré un petit message vidéo que nous allons vous passer en son nom. Alors, Excellence, chers collègues, chers nouveaux amis du GFF, un ami de GFF, c'est un ami à moi, parce que le travail que fait GFF est vraiment important pour les femmes et les jeunes filles partout dans le monde et encore plus aujourd'hui, c'est encore plus pertinent aujourd'hui. Alors, en tant que responsable au comité du GFF, je suis très heureux de vous communiquer notre support continu au GFF. Alors, depuis que nous sommes rentrés dans le GFF officiellement en 2018, nous avons
été très satisfaits des résultats tangibles que nous avons eus dans les droits des femmes et des jeunes filles et dans le secteur de la santé reproductive. Il y a eu également des mesures qui ont été prises quant à la participation de la société civile et particulièrement les organisations jeunesse. Mais nous savons tous que tout cela est à risque dû à la pandémie. Tout cela est menacé. Alors, ce qu'il faut faire, c'est protéger, préparer, promouvoir. Nous devons protéger les progrès accomplis en relevant la barre. Nous devons préparer les systèmes de santé et les systèmes économiques pour qu'ils soient mieux à même à répondre à la crise suivante. Et puis, dans cette époque de pression, de difficultés, nous devons promouvoir les droits de reproduction des femmes de manière aussi forte que possible. J'ai rencontré le professeur Charles Ouédraogo au Burkina Faso et des représentants et une représentante de la jeunesse au Nigeria. Elles ont parlé des énormes défis auxquels est confronté le Nigeria, plus particulièrement les personnes vulnérables, les femmes et les jeunes filles. Alors, la volonté existe, les réactions existent, mais les systèmes existants ne peuvent pas s'atteler à cette tâche herculéenne. Donc, en appuyant le partenariat GFF, nous pouvons protéger et également préparer un système qui soit inclusif et réactif, qui répond aux personnes qui sont sous pression intense. Grâce à GFF, on peut veiller à ce que les pays continuent à délivrer des services de santé sexuelle et de reproduction qui sont si nécessaires malgré la pandémie. C'est la seule manière dont toutes les jeunes femmes et les femmes et les filles peuvent vraiment prendre une décision personnelle quant à leur sexualité et leur reproduction. Et c'est seulement lorsque l'on pense à ce sujet, lorsqu'on se concentre sur ce sujet, que les femmes et les jeunes filles prospéreront et le pays prospérera. Donc, et nous devons effectivement penser à cette couverture universelle en matière de santé. Et GEP est là pour aider à développer tout cela. L'an dernier, nous avons ajouté 10 millions d'euros pour la réponse à la COVID du GFF. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous annoncer qu'il y aura 10 millions d'euros supplémentaires, donc contribution totale de 108 millions d'euros de la part des Pays-Bas. Et GFF et nous tous, dans ce partenariat, eh bien, vont pouvoir récupérer tous ces progrès acquis. Battons-nous contre la COVID, mais n'oublions pas qu'il y a des besoins croissants de continuer à développer des services de santé appropriés et adéquats pour les femmes et les jeunes filles. Et il faut donner à ces dernières le choix et la dignité. Et ça, c'est très important. Merci. Encore une fois, des mots très puissants. Merci beaucoup. Merci également au gouvernement des Pays-Bas pour leur promesse de don. Alors, c'est vraiment un rappel de la raison pour laquelle nous sommes ici. Il s'agit de protéger, de promouvoir et de nous occuper très bien des intérêts des femmes, des jeunes filles et des adolescents. Alors, d'autres intervenants qui vont faire une promesse de don. Alors, son Excellence Dag Inge Ulstein, ministre du Développement international en Norvège. Son Excellence Amadou Hott, ministre de l'Économie, de la Planification et de la coopération internationale du Sénégal. Et puis, re-bienvenue à Karina Gould, ministre du Développement international au Canada. Alors, tout d'abord, ministre Ulstein, Votre Excellence, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Ça a été vraiment très intéressant que de suivre ce dialogue avec des déclarations très passionnées de la part des membres du panel. Alors, comme vous le savez tous, la pandémie a entraîné beaucoup de décès, nous a fait reculer certains pays en matière de progrès. Et le plus coûteux, finalement, c'est la perte des gains, les gains qu'on a obtenus côté santé des hommes et des jeunes filles. Et il faut absolument relancer ces progrès. Nous ne pouvons pas empêcher la pandémie, on n'en empêchera pas une autre, mais il faut être
plus près, avoir une bonne distribution des vaccins, se préparer. La COVID-19 a mis énormément de pression sur les systèmes de santé mondiaux, les systèmes de services essentiels comme effectivement la santé reproductive et la sexualité des femmes. Alors, pour essayer de regagner, récupérer ces gains, eh bien, le mécanisme GFF est le meilleur. Et c'est pourquoi, en tant que membre du GFF et co-président du Conseil d'accélération du GFF, nous avons annoncé un don de 300 millions de couronnes norvégiennes dans le cadre de cette campagne. Et grâce à cette approche qui est vraiment fondée dans les pays particuliers, qui se concentrent plus particulièrement sur la santé reproductive des femmes, eh bien, nous sommes vraiment très attachés à ce modèle de partenariat. Alors, c'est une contribution qui s'ajoute à notre contribution normale. Donc, nous voulons appuyer les systèmes de santé des pays particuliers afin qu'ils puissent vacciner et offrir une couverture de santé adéquate. Mais toutes les femmes, tous les enfants, tous les adolescents peuvent prospérer et peuvent déployer de meilleurs systèmes et au final, effectivement, combattre la pauvreté extrême. Merci beaucoup à la Norvège. 300 millions de couronnes norvégiennes. Un excellent engagement aux femmes, aux enfants et aux adolescentes. Alors, Son Excellence Amadou Diop, ministre de la Planification économique et de la coopération internationale du Sénégal. Bien, merci beaucoup, honorable ministre. Mesdames et messieurs, invités distingués, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de renouveler l'engagement du Sénégal dans son rôle crucial de réaliser l'agenda 2021 et les objectifs de développement durable. Alors, nous avons placé la femme, l'enfant et l'adolescent au cœur de notre stratégie parce que nous pensons que les autonomiser en améliorant leur santé et leur éducation au travers d'infrastructures auront un impact direct sur notre capacité à réaliser tous les autres objectifs de développement durable. Afin de matérialiser cet engagement, nous avons des politiques qui contribuent directement à l'amélioration de la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Une politique qui inclut une couverture universelle gratuite pour les enfants de moins de 5 ans, accès à la santé reproductive pour les femmes et les jeunes filles, des stratégies nationales pour l'égalité des sexes, des entités dédiées visant à appuyer l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. Notre objectif est de continuer à développer notre capital humain et de veiller à ce que notre population prenne un vrai contrôle de sa propre vie, de sa santé et de son milieu économique. Alors bien sûr, la COVID a compromis tous ces progrès importants. Donc à la lumière de cette crise économique et sanitaire sans précédent, nous devons trouver de nouvelles manières de financer et de délivrer des services aux personnes les plus vulnérables. Et c'est pourquoi le Sénégal va co-animer la campagne de mobilisation des ressources au sein de GFF. GFF est un système novateur qui nous a aidés à réaliser nos objectifs stratégiques et combler les lacunes entre le sexe et la nutrition dans notre pays. Le GFF aide également à la coordination et rehausse la transparence. Le gouvernement du Sénégal s'engage à appuyer ces efforts de levée de fonds de deux manières. D'abord, en cofinançant les programmes de GFF au Sénégal et deuxièmement, en catalysant davantage de ressources domestiques vers égalité des sexes, éducation et projets de santé. Donc, je prie instamment mes
pays africains voisins et mes collègues de demander à tous les donateurs d'aider financier à hauteur de 1,2 million de dollars cette initiative dont a besoin le GEF. Donc, comme je l'ai dit, relançons les progrès, continuons ensemble de bâtir un navire plus prospère pour l'Afrique et pour le reste du monde. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup. Merci pour ces mots émouvants et cet engagement très fort de la part du Sénégal. Je vais maintenant donner notre parole à notre co-hôte, Karina Gould, ministre du Développement international pour le Canada. Bien, merci beaucoup. Alors, il y a plus d'un an, nous avons commencé à nous rendre compte de l'échelle du défi à relever parce que le virus ne respecte aucune frontière. Perturbation de toutes sortes de services de santé plus particulièrement, avec un impact très fort sur la mortalité des femmes et des enfants, a compromis également l'accès aux services pour les femmes. Et maintenant, cette pandémie, eh bien, elle menace d'inverser une décennie de progrès économiques. Nous sommes conscients du besoin urgent d'appuyer les pays pour redresser la barre et pour redémarrer ces progrès, relancer ces progrès. Il faut plus que jamais des solutions menées par les pays, des partenariats également, si les femmes et les enfants, pour que les femmes et les enfants ne survivent pas simplement la pandémie, mais prospèrent. C'est là notre opportunité de saisir le moment et de nous attaquer aux inégalités aggravées par la pandémie. Alors, ce modèle de GEF joue un rôle très important dans la réduction de l'inégalité des sexes et l'inégalité des systèmes. Et cela aide à mobiliser les systèmes financiers pour que la qualité des services de santé s'améliore et pour que les femmes et les jeunes filles aient un accès facile à ces soins. Le Canada a été leader. Nous avons engagé 440 millions de dollars depuis 2015. Nous avons accompagné toutes les activités de GEF dans les pays partenaires en nous concentrant plus particulièrement sur l'enregistrement civil, par exemple, la consolidation des systèmes de santé, l'éducation des jeunes filles en état fragile, en situation fragilisée. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'annoncer que le Canada va continuer à appuyer le plan GF avec 100 millions de dollars supplémentaires. Des ressources complètes au sein du GFF veut dire que, effectivement, les femmes peuvent avoir accès à des soins maternels, des soins de maternité, aux soins de maternité adéquats, veiller à ce que les jeunes enfants soient guéris de la diarrhée, par exemple, et puis veiller à ce qu'il y ait plus d'accès pour les jeunes filles et les femmes à la contraception prophylactique pour éviter des grossesses non désirées. Et le GEF est un accélérateur de ce travail, c'est un connecteur. Le Canada appuie depuis longtemps ces systèmes. Donc, nous sommes à un moment critique. Il faut vraiment inverser la tendance et nous réunir ensemble, parler ensemble, agir ensemble pour veiller à ce que les femmes et les jeunes filles ne soient plus touchées comme elles l'ont été par la COVID. Alors, dans le cadre de cette campagne GFF, je vous annonce 75 millions de dollars de plus pour appuyer les initiatives de santé pour les femmes, les enfants et les adolescents venant d'une fondation qui désire rester anonyme. Merci pour cette contribution. GEF a déjà aidé les pays à améliorer l'accès à des services de santé et je sais que les pays concernés, les pays qui seront aidés, vont sortir de la crise plus facilement. Dans les années à venir, nous pouvons compter sur les uns et les autres. Chaque partenaire peut agir pour prioriser la santé, plus particulièrement des femmes, des jeunes filles et des enfants. Bien, merci beaucoup. Merci au Canada. Merci à tous les gouvernements qui ont promis ces dons. Il s'agit là vraiment d'un soutien très important pour GFF et un agenda extrêmement important. Maintenant, je vais donner la parole à Mumbi Machara. C'est une poétesse qui a écrit quelque chose pour aujourd'hui. Dearly departed, you're not dead, but I'm worried that... Chers défunts,
Vous n'êtes pas décédé, mais je m'inquiète que vous pourriez l'être, car vous vivez dans un monde où votre sécurité et bien-être semblent être votre propre aventure. Et je prie que vous retrouviez le chemin de la maison. J'espère que vous n'oublierez pas de vous rappeler le chemin déjà parcouru. Ensemble, nous l'avons fait. Je sais que c'est bien dur. Mais s'il vous plaît, n'y succombez pas. Je suis fière de vous, car en dépit des défis, vous avez réussi et j'envisage une vie où vous seriez plus que des dommages collatéraux. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, notre plus grande menace était la détérioration de l'environnement, l'autonomisation des femmes, les reculs sont systémiques, la violence contre mes sœurs reste conjugale et en plus, c'est toujours la pandémie. Tout ce que nous avons surmonté n'était pas en vain. Ensemble, nous pouvons relancer les progrès. C'est à nous de le faire. La vie est si brève, mais c'est notre plus long parcours. À mes enfants, je leur enseignerai. Peu importe la hauteur de votre réussite, vous mettre sur un piédestal ne vous rapproche pas de Dieu. On ne peut pas devenir prophète en vendant des rêves aux gens ne pouvant se le permettre. C'est notre récit. Nous tournons la page. Dites-moi, pouvez-vous mourir jeune de vieillesse? Eh bien, ça m'a donné la chair de poule. Merci beaucoup. C'était une performance émouvante. Et je sais pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et donc, je vais repasser la parole au directeur GFF, à M. Paté, qui va donner les remarques de clôture. Dr Mohamed Paté, directeur mondial Santé, Nutrition et Population, directeur mécanisme de financement mondial, Banque mondiale. Au nom du GFF, laissez-moi vous donner notre profonde appréciation en tant que coparrain aussi au Canada, au Sénégal, à Mme Gould, Mme Kolsek et Mme Bagastou et tous les autres partenaires. Merci beaucoup, ministre, leader, d'avoir participé, à tous les participants. Merci beaucoup et à toute l'audience aujourd'hui qui nous a rejoints pendant cette conférence de GFF. Avec votre énergie, votre engagement, et nous allons être une véritable force. Les pays du GFF vont pouvoir être des partenaires et pendant ce parcours tous ensemble, nous allons pouvoir relancer les progrès pour la santé des femmes, adolescentes et enfants. Et je souhaite exprimer mon entière gratitude pour les levées de fonds qui ont été faites des Pays-Bas, Norvège, Sénégal et Canada. Votre contribution, la levée de fonds que vous avez faite, qui a été annoncée pour la Fondation, va nous permettre d'avoir 240 millions de dollars. C'est impressionnant aussi. Et donc, j'apprécie tout à fait que nous allons pouvoir y aller pour obtenir 1,2 milliard de dollars. Je suis claire que nous sommes qu'au début de la levée de fonds pour ces ressources pour cette campagne, au début de mesures inclusives et diverses pour le redressement post-crise sanitaire, pour les femmes, les enfants et les adolescents, pour la crise sanitaire avec les effets secondaires qui nous a amenés à avoir des impacts néfastes sur les services de santé publique. Cela est tout à fait inacceptable pour la santé de tous, avec tous les pays, tous les partenaires pour épargner des vies et donc de façon à s'assurer que nous tous, où que vous soyez, partout dans le monde, vous puissiez avoir accès de manière équitable aux services de santé. On peut le faire en déployant la campagne de vaccination, notamment avec toutes les mesures qui ont été mises en place pour les différents services, de façon à exiger une pérennité de tout. Et donc, le défi est net et clair. Tous ensemble, on va répondre à ce défi. On va relancer les progrès pour la femme, l'enfant et les adolescents. Et au nom de toute l'équipe de GFF, merci beaucoup de nouveau pour votre engagement. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci pour votre contribution dans les mois à venir. Merci.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir, directeur Paté, et donc toujours ce mot qui résonne avec nous. Nous allons donc clôturer ce programme, cette émission maintenant, et maintenant on va clôturer cet événement, mais en fin de compte, on ne fait couvrir la conversation. Merci beaucoup à tous nos invités, à l'audience. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée.